L'écran, c'était vraiment impressionnant. On en prend plein les yeux tout le film. La taille de l'écran, elle est gigantesque, ça m'a surpris. Le grain de l'image et tout, c'est incomparable. Là, je sais pas si je vais pouvoir revoir un film sans que ce soit IMAX 70 mm. Ça change tout, ouais, on sent la différence. Et on se dit que s'ils coupaient 2/3 de l'image, on verrait vraiment rien. Personnellement, j'ai détesté sur un grand IMAX comme ça. Là où on était installé, l'écran, on avait l'impression que c'était écrasé. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce qui devrait être la dernière vidéo tournée dans ce décor. L'Odyssée de Christopher Nolan vient de sortir en salle cette semaine, il y a 2 jours quand je tourne cette vidéo, et tout un foin a été fait autour du fait que le film est présenté en IMAX 70 mm, et non seulement ça, mais c'est le premier film à avoir été intégralement tourné en IMAX 70 mm. Christopher Nolan a même développé des caméras spécifiques pour le tournage qui essayent de réduire au maximum le bruit que fait la caméra IMAX, parce que donc la caméra IMAX c'est une très grosse bobine qui a donc besoin d'un gros moteur pour défiler, et généralement ça fait un bruit de fou. C'est pour ça que jusque-là, elle était réservée au tournage d'effets spéciaux ou de séquences d'action, parce que les dialogues sont souvent gênés par le bruit de cette caméra IMAX. Et là, il a fait des caméras spécialement faites pour pouvoir filmer proche des acteurs sans avoir un bruit monstrueux. Et c'est pas le premier film sorti dernièrement qui essaye de mettre en avant une technique cinématographique particulière, les grands formats, les larges formats. Il est donc temps de faire une vidéo pour essayer de comprendre, pourquoi en fait? Est-ce que ça a vraiment une utilité de faire ce genre de choses? C'est une vidéo qui m'a été inspirée par certains de mes followers, notamment sur Tipeee, qui voulaient avoir du coup des infos sur est-ce que je conseille vraiment ou pas ces grands formats et qu'est-ce que ça change véritablement à un film. Donc je fais cette vidéo pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire pour chaque grand format qui est présenté récemment, et est-ce que ça a un intérêt ou pas. Cette vidéo va certainement rappeler à certains d'entre vous Les Bases du cinéma, qui est une série de vidéos que j'avais commencé il y a à peu près 10 ans, qui n'a jamais pris, donc du coup j'ai arrêté au bout d'un moment parce que ça demandait beaucoup de travail. Mais c'est vrai que parler de technique comme ça, c'est un truc que j'aime beaucoup parler de caméra, de lentilles, de support de captation, de trucs dans ce genre-là, donc ça va me faire du bien aussi d'en parler un petit peu. Donc voilà. Pour commencer, comment fonctionne une caméra? C'est très simple, une caméra ça fonctionne principalement avec ceci, c'est-à-dire une lentille, et avec ceci qui s'appelle un support de captation. Alors pas le calepin que j'ai bien entier, c'était juste pour vous permettre de bien voir à quoi ça ressemble. Ça c'est du film 35 mm, c'est avec ça qu'on a commencé à faire du cinéma. Aujourd'hui c'est quasi disparu, on fait que du numérique, mais je parlerai des équivalents numériques du coup au fur et à mesure. Donc comment ça fonctionne? C'est simple, on a ce petit outil, la lumière rentre par ici, ressort par là. Il y a tout un jeu de lentilles à l'intérieur avec des bagues qu'on peut tourner pour changer la netteté par exemple, mais si c'était un zoom, ça c'est une focale fixe, mais on pourrait aussi avoir une deuxième bague qui règle un zoom pour pouvoir zoomer plus ou moins dans l'image. Et l'idée c'est que ça capte les rayons de lumière, ça les inverse à cause du processus de lentille, ça dirige les rayons de lumière à l'intérieur selon une forme de cône, et ça finit par les imprimer en net sur une surface de captation. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si je vais réussir à le faire. Voilà, donc là par exemple vous êtes en train de voir à l'envers l'image de mon halogène, ma lampe halogène, qui projette la lumière du coup de la pièce. Vous voyez que si je tourne, l'halogène disparaît du cadre. Et là, vous pouvez pas voir, mais il y a d'autres sources de lumière, genre ma télé ou un truc dans ce genre-là. Et donc ça s'imprime sur un support de captation. Un support de captation, c'est ça. Ça, c'est de la pellicule 35 mm. C'est de la pellicule photo ici, parce que j'ai pas de pellicule de film, mais c'est exactement le même principe, c'est le même genre de choses. Ça, c'est le négatif, donc c'est directement ce qui sortirait d'une caméra après avoir été développé en laboratoire en plongeant ça dans divers bains chimiques. Pour la projection, on tire un positif qui remet l'image dans le bon sens et qui remet les couleurs normalement. Et ensuite, tu projettes une lumière derrière ça et ça projette ton image. Et à la base, donc, vous voyez, il y a tout un tas de perforations sur le côté. Ce sont les perforations sur lesquelles les griffes du système de la caméra vont s'agripper pour faire défiler. Donc on va faire défiler la pellicule comme ça dans la caméra 24 fois par seconde. On va donc récupérer le film, le descendre, le laisser quelques secondes, le temps que la lumière qui arrive de l'objectif imprime l'image du coup sur le film. Et ensuite la griffe revient, réaccroche les perforations, redescend de quelques perforations, et on imprime l'image suivante pendant quelques secondes, etc. etc. Donc c'est un processus qui est vachement intéressant parce que c'est à la fois un mouvement extrêmement complexe et en même temps le but est que le film reste fixe pendant quelques secondes. Donc il y a un mélange de mouvement rapide et de fixe, ce qui est assez paradoxal. Et pendant des années, on utilisait la pellicule sur 4 perforations. Donc c'est ce tout petit espace seulement qui était imprimé, sachant que au tournage, on utilise la totalité du petit carré qu'il y a dans les 4 perforations, mais à la projection,
il fallait incruster aussi les bandes son qui se mettaient là sur le côté de l'image. C'était une toute petite bande de 3-4 mm on va dire là-dessus. Ce qui veut dire que ça réduisait encore un tout petit peu la taille qui était utilisée à la projection en tout cas, mais au tournage on avait la totalité de ces 4 frames qui étaient utilisées dans la plupart des films. Certains faisaient un petit peu différemment. Il y a certains films qui utilisaient juste 3 perforations, ce qui permettait de faire quelque chose qui était assez proche du 16/9 par exemple, et d'autres films comme ceux de Raymond Depardon dont j'ai parlé rapidement dans le vlog sur l'Odyssée, qui est un mec qui fait des documentaires, pour pouvoir mettre plus d'images sur la même pellicule en cinémascope qui est un format large, généralement grand spectacle donc du coup. Le scope donc ça resserre ici le cadre en haut et en bas, mais en principe ça se met sur des écrans qui sont aussi vachement plus larges que les écrans jusque-là 4 tiers qu'il y avait en salle pendant très très longtemps. On est passé autour des années 60, 70, 80, grosso modo, ça s'est fait progressivement à des écrans 16/9 pour la plupart, en vérité 1,85, ce qui est un tout petit peu plus large que le 16/9, et donc un tout petit peu plus coupé en haut et en bas quand vous le diffusez sur votre écran à vous. Et lui tournait donc Raymond Depardon pour faire du scope avec 2 perforations seulement, ce qui amène grosso modo à une image cinémascope. Petit à petit, avec l'arrivée de la télévision notamment, on a voulu offrir plus de grands spectacles et donc on a choisi de faire des formats larges. Donc c'est là qu'on est arrivé au 1,85, grosso modo 16/9, qui a commencé à débarquer dans les années 50 et quelques. Il y avait eu des expériences avant, mais principalement dans les années 50-60 qu'on a commencé à développer le 1,85 et le scope par la suite pour concurrencer la télévision et essayer d'offrir un plus grand spectacle avec une image plus grande en salle. Donc il y avait déjà cette idée-là depuis très longtemps. Plusieurs techniques ont été utilisées, comme je vous ai dit, soit tourner avec moins de pellicule, mais du coup c'est dommage, on gâche un petit peu de la surface qui est disponible et la pellicule coûte cher en règle générale. Il y a certaines techniques qui ont utilisé, c'était d'utiliser des lentilles spécifiques, donc je vous rappelle les lentilles, c'est ça. Il y a certaines lentilles qu'on appelle hypergonars, qui, en plus donc de capter cette image en cône, transformaient ce cône en ovale, en cône à base ovale en tout cas, pour en fait pouvoir capter les rayons sur plus large à la prise de l'image, ce qui résultait en une image compressée sur le négatif, mais qui était décompressée à la projection, qui la remettait dans un format qui n'est pas écrasé du coup, et du coup on utilisait véritablement les 4 perforations du positif de diffusion, avec la totalité du carré qui était disponible, qui était ensuite étendu sur l'écran, donc on avait une énorme surface de pellicule utilisée, et donc ça ajoutait un certain gain de qualité à la projection. Mais ce ne sont pas les seules techniques qui ont été utilisées. Vous voyez que depuis le début, il y a une image qui est plutôt dans ce sens-là, qui est imprimée là-dessus. Ça, c'est sur la pellicule photo. Au bout d'un moment, certains se sont dit, mais pourquoi pas faire le même système en cinéma en fait. Au lieu de faire diffuser la pellicule horizontalement, et du coup de se limiter énormément sur l'espace qui est disponible sur la pellicule, pourquoi ne pas la diffuser verticalement et utiliser le maximum d'espace disponible sur le 35 mm. C'est ce qu'on a appelé le VistaVision. D'un seul coup, vous voyez bien que entre le tout petit carré qui était ici et ce qui est disponible là, on a un gain de surface qui est absolument énorme. Sur une photo, on utilise 7 perforations du coup pour faire la longueur de l'image. En cinéma, on a rajouté une perforation en plus. C'est sur 8 perforations pour faire une image un tout petit peu plus large. Ça fait que naturellement, je crois que le VistaVision est proche du 1,66 normalement. C'est un format qui a été notamment utilisé par Alfred Hitchcock dans beaucoup de ses films, en particulier Vertigo par exemple, qui est un des plus connus là-dessus, donc c'est Sueur froide en français, je vais utiliser les noms français. Ça a aussi été utilisé dans Les 10 commandements de Cécile B2000, qui est une fresque épique, un péplum, comme l'Odyssée qui vient de sortir du coup récemment. Et pareil, pour en mettre le plus possible plein la gueule, on a utilisé ce système-là. Et ça a été utilisé récemment dans des films comme Le Brutaliste, qui était aux Oscars il y a 2 ans, je crois. Et apparemment, je savais pas, mais en prenant des petits renseignements du coup pour la vidéo rapidement, j'ai cru voir que Une bataille après l'autre a aussi été filmée en VistaVision, peut-être pour certaines séquences seulement, mais apparemment il y a des séquences qui ont été filmées en VistaVision. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de projecteur qui diffuse les positifs en VistaVision. On réduit un tout petit peu la taille du VistaVision pour que ça rentre. Ça fait du coup 3 perforations à peu près sur la pellicule utilisée. Mais à la captation, à la base en tout cas, il y a plus de détails et donc on suppose qu'il y en aura un petit peu plus à la projection également. En vérité, ça marche pas des masses, mais bon. Sur le principe, c'était ça quoi. Une autre technique qui est utilisée, pour ça je vais avoir besoin d'un autre petit bout de film, c'est de se dire, pourquoi se limiter au 35 mm ? Doublons la surface de captation et passons à du 70. Donc, ignorez du coup les perforations qui sont ici, faites comme si c'était un seul bloc. On peut tourner avec une pellicule qui fait le double de la taille d'origine du 35 mm. On l'utilise à 5 perforations parce que ça coûte extrêmement cher quand même, donc il faut essayer d'avoir un ratio qui soit économe le plus possible, et comme en même temps ça essaie d'être un grand format, d'être un format large, on est tombé sur un tournage en 5 perforations. Alors ça fait à peu près ça du coup, qui est utilisé sur du 70 mm, ce qu'on appelle aussi 65 mm parfois, parce que à la projection il y a aussi les pistes son qui sont inclus sur le côté du truc, et ça donne un ratio natif donné par le format qui est de 2:20.
C'est notamment un ratio qui a été utilisé pour 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Et il y en a certains qui se sont dit, pourquoi, comme on cherche le grand format du grand format, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et même utiliser une lentille anamorphique, donc une lentille hypergonard à nouveau comme pour le 35 mm, qui va compresser les rayons très légèrement. Je crois que sur du 35 mm, c'est un ratio de 1,5 pour du cinémascope. C'est du 1,25 pour le 65 mm. Donc c'est pas aussi compressé que pour le 35 mm, mais c'est un petit peu compressé et du coup ça étend le 2,20 qui est ici à du 2,76 quand tu le remets dans son ratio de base. C'est extrêmement serré pour le coup, mais c'est aussi extrêmement large quand tu le projettes sur un grand écran. Le film Ben-Hur utilise ce procédé par exemple, à nouveau un péplum qui appelle au grand spectacle, comme l'Odyssée de Christopher Nolan, et ça a été utilisé plus récemment par deux personnes qui sont très fans de cinéma, Quentin Tarantino pour son Hateful Eight, qui est donc son western, et Ryan Coogler pour Sinners, qui utilise également ce même procédé 70 mm plus lentille anamorphique. Et puis au bout d'un moment, certains se sont dit, pourquoi ne pas aller au maximum du maximum, prenons ce film 70 mm, mettons-le verticalement, comme le VistaVision, et ça a créé l'IMAX, qui utilise 15 perforations, donc ça fait une image vraiment beaucoup plus carrée. On est proche maintenant de la petite image carrée qu'il y avait de base sur le 35 mm, qui était en 1,33. Elle est un peu plus écrasée sur les côtés ou étirée en longueur selon comment vous prenez l'image. Et ça fait du 1,43 du coup pour l'IMAX. Mais à ce moment-là, vous avez vraiment une énorme surface. C'est 52 mm la surface totale en 70 mm. En IMAX, on a littéralement 70 mm d'image pris par chaque vignette. On pourrait aller encore plus loin si on le voulait, mais jusque-là, personne ne l'a fait. Peut-être que ce sera pour le prochain film de Nolan. Mais ça met déjà une surface de pellicule qui est assez énorme. Même si on la recadre en cinémascope, on a infiniment plus de surface qui est prise avec l'IMAX qu'avec du 70 mm traditionnel ou du 35 mm, encore plus évidemment quoi. C'est un format qui a commencé à être utilisé beaucoup plus récemment par le cinéma, un des premiers d'ailleurs à avoir fait ça, c'est très ironique, mais c'est Michael Bay dans les Transformers, le 2 notamment, avait des séquences qui avaient utilisé l'IMAX pour tourner le gros Decepticon qui détruit les pyramides en Égypte. Ça a été utilisé pour des films de grand spectacle comme par exemple Hunger Games 2 notamment, avec toute une séquence où quand Katniss arrive sur le terrain de combat, le ratio s'étend du cinémascope au format IMAX qui varie parfois, on y reviendra un petit peu plus loin. Mais bien sûr, c'est Christopher Nolan qui en est son plus grand utilisateur et défenseur, qu'il a notamment utilisé pour The Dark Knight. Toutes les séquences, quand vous avez le Blu-ray qui passe d'un seul coup en 16/9 alors que le reste est en cinémascope, tout ce qui est en 16/9, c'est ce qui a été tourné en IMAX. C'est là que vous pouvez voir qu'il y a parfois des petits plans dans les séquences IMAX qui en vérité sont tournés en 35 mm, et donc du coup le ratio change d'un plan à l'autre. Je trouve ça un petit peu sagouin, mais peu importe, il l'utilise énormément, il l'a de plus en plus utilisé dans de plus en plus de ses films, et notamment là avec l'Odyssée, c'est le premier film intégralement tourné en IMAX, plein format du coup, qui utilise la totalité du 70 mm de large et de la hauteur utilisée, donc en 1,43 le ratio complet. Donc c'est son principal utilisateur aujourd'hui, c'est Nolan. Et bien sûr, c'est ce dont il va être en partie question ici, l'IMAX a des salles spécifiques IMAX avec des écrans gigantesques de 22 à 25 mètres de large, là où les plus grands écrans parisiens, par exemple, vont de 14 à 19 mètres. Mais ça, on y viendra un peu plus loin. Comme vous le remarquez, certains de ces formats larges s'accompagnent naturellement d'un ratio particulier. Donc c'est du 1,33, le carré qui est disponible sur de la pellicule de base pour du 35 mm. Quand on se met dans ce sens-là, c'est du 1,66 quand on utilise donc les 8 perforations, du 2,20 pour le 70 mm, et puis du 1,43 pour l'IMAX vertical. Comment est-ce qu'on calcule ces ratios? C'est en fait le côté fait toujours 1, parce qu'en fait ce qu'on filme c'est des humains qui sont en hauteur, donc c'est notre référence, c'est la hauteur. Donc la hauteur fait toujours 1. Et ensuite, plus tu écartes, plus ça augmente. 1,43 pour l'IMAX, 2,20 pour le 70 mm. Cela dit, c'est juste ce que tu captes sur ta pellicule, tu peux ensuite le recadrer, comme on l'a fait avec le 35 mm pendant des années, soit pour économiser de la place, soit simplement parce que tu penses que ton film passe mieux dans tel ou tel ratio. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les ratios de cadre pour voir dans quel cas ça s'adapte ou pas. C'est une vieille vidéo, mais je pense qu'elle est toujours pertinente. Donc voilà, il peut y avoir des ratios naturellement induits par les grands formats pellicules, mais on peut choisir n'importe quel ratio qu'on a envie de faire une fois qu'on a tourné l'image. Le truc à savoir également, c'est que donc ça, c'était à l'époque de la pellicule. Maintenant, la pellicule, ça n'existe quasiment plus. Il y a que des projets prestige comme ça va revenir un petit peu plus tard, qui vont utiliser la pellicule dans certains cas. Aujourd'hui, on est passé en numérique, où on a tout simplement repris exactement les dimensions originales. Pourquoi? Parce que quand le numérique est arrivé, on avait à peu près 100 ans d'objectifs, donc ça, qui ont été pensés pour un format 35 mm derrière,
Donc au lieu de devoir refaire toutes les caméras et tous les objectifs, on s'est dit, donnons au capteur numérique la taille du capteur d'origine 35 mm, et donc on a des caméras numériques qui vont reproduire soit en plein format 1.33 la taille d'origine de la pellicule, qui est donc à peu près comme ça. Il y en a certaines qui vont utiliser des capteurs qui sont un peu resserrés pour faire du 16/9 de base, parce qu'aujourd'hui il y a très peu de films qui font du 1.33, donc on utilise l'équivalent de la surface prise sur une pellicule 35 mm en 3 perforations, donc pour faire grosso modo du 16/9. Et puis il y a des caméras numériques qui ont des capteurs 65 mm. Arri, qui est un constructeur de caméras allemand qui fait les caméras les plus réputées dans le milieu, qui a créé la caméra Arri 65 qui utilise un capteur 65 mm, et d'autres constructeurs de caméras ont des caméras avec des capteurs 65 mm pour pouvoir reproduire donc ces techniques de l'époque. Maintenant que tout ça a été résumé, évidemment, la grande question qui est à poser, c'est bien sûr... À quoi ça sert ? Et c'est une bonne question à se poser parce que du coup, vous aurez remarqué dans tout ce que je vous ai dit que toutes ces différences, elles sont principalement au tournage et rarement à la projection en vérité. Parce que même quand un film est tourné en 70 mm IMAX, quand il est projeté en salle, il est projeté en 35 mm. Il y a très peu de cinémas qui sont faits pour projeter en 70 mm. J'ai vu une projection en 70 mm de Interstellar au Grand Rex quand Interstellar était sorti. Un des seuls cinémas en France qui était capable de faire le truc. Il y en a quelques-uns, le 70 mm c'est un peu plus répandu, mais généralement les projecteurs sont assez vieux par exemple, ça n'a pas été produit très récemment. À l'époque de leur création, ces ratios larges, ils apportaient du plus avec notamment un gain en précision et une perte en grain. C'est-à-dire que les pellicules des années 50, 60, etc. étaient extrêmement granuleuses. Le processus était entièrement chimique et parfois un petit peu compliqué à gérer. Et du coup, il y avait généralement énormément de grains, d'autant que à chaque fois que tu copies, par exemple, la pellicule ou que tu dois lui appliquer un effet spécial, si tu rajoutes un effet visuel par exemple, tu vas rajouter le grain de plusieurs pellicules. Tu vas par exemple avoir le grain du négatif d'origine et le grain du positif de diffusion, ou de l'interpositif même qui va se rajouter, parce qu'il y avait cette étape à l'époque du 35 mm. Tu faisais d'abord ton négatif 35 mm avec lequel tu tournais le film, ensuite tu faisais un interpositif qui était le montage final validé. De ça, tu faisais un internégatif qui servait de base à partir de laquelle toutes les copies de projection étaient réalisées. Et donc négatif, interpositif, internégatif, copie de projection, t'avais d'office 4 couches de grains superposées. Sachant que déjà de la pellicule couleur, ces 3 couches de grains sensibles à 3 couleurs différentes, superposées les unes aux autres, ça fait 16 couches de grains au total. Ce qui veut dire que c'était extrêmement granuleux. Si de base, tu as beaucoup plus d'espace utilisé sur ta pellicule, et qu'ensuite tu réduis la taille de l'image à la diffusion, tu fais presque disparaître le grain original qui devient trop petit pour passer à travers des différentes copies, et du coup tu te retrouves avec une image qui est beaucoup plus nette, où le grain est presque invisible, si ce n'est le grain du positif de diffusion lui-même par exemple. Voire même un grain qui est quasi invisible quand tu projettes en 70 mm complet pour les cinémas qui étaient équipés de projections 70 mm. Et puis donc tu peux avoir une plus grande précision dans le détail, mais comme je vous dis, comme l'image est réduite ensuite sur du 35 mm, il y a une partie de ce détail que tu perds quand même à la projection pellicule de l'époque. Aujourd'hui, du coup, avec le numérique, les choses sont assez différentes, on y reviendra encore un petit peu plus loin. Et surtout, la raison pour laquelle on a continué à utiliser ces ratios larges, c'était pour les effets spéciaux, jusqu'à l'arrivée du numérique, et encore un tout petit peu après pour certains trucs. Parce que, comme je vous l'ai dit encore une fois, quand on veut faire une modification sur la pellicule de base, il faut la copier. Notamment quand tu fais des effets spéciaux traditionnels en utilisant encore la pellicule, tu dois utiliser par exemple ton tournage de base avec un fond bleu, tu dois rajouter derrière ton fond ta matte painting par exemple, donc le décor peint sur une plaque de verre qui a été mise quelque part. Tu vas rajouter parfois un détail qui a été mis au-dessus, qui a été tourné, genre du stop motion par exemple, un monstre en stop motion. Star Wars typiquement a utilisé du 65 mm dans beaucoup de plans à effets spéciaux parce que donc il y avait plusieurs couches à ajouter, notamment par exemple à chaque fois que tu rajoutes un vaisseau en plus sur ton image, chaque vaisseau généralement est filmé indépendamment sur une caméra différente, sur un 35 mm différent. Et il faut ensuite ajouter toutes ces pellicules les unes après les autres. Au bout de 5, 6, 7, 8 couches d'épaisseur, tu finis par perdre beaucoup en qualité. Si de base, tu utilises du 65 mm, qui a donc le double de qualité de base du 35 mm, une fois que tu as fini de tout additionner, quand tu réduis le tout pour le mettre sur une pellicule 35 mm, tu ne sens quasiment pas la perte de qualité, tu ne sens quasiment pas le grain qui s'est rajouté à chaque processus du truc, et du coup ça permet d'avoir des effets spéciaux qui sont d'une qualité parfaite et qui se mélangent mieux avec le reste au lieu d'avoir une subite énorme perte de qualité à chaque fois que tu as un plan à effet spécial, un plan truqué quoi. Donc ça a beaucoup été utilisé encore récemment pour ça. C'est encore utilisé par moment dans certains films, ça a encore été utilisé jusqu'à assez récemment dans certains films pour tourner des séquences particulières, pour créer un truc différent visuellement. Par exemple, je crois que c'était First Man de Damien Chazelle qui utilisait à la fois du 16 mm pour ce qui se passait sur Terre, donc 16 mm c'est la moitié de ce, grosso modo, de ce 35 mm de base.
Donc 16 mm ça a infiniment plus de grains et c'est beaucoup moins net. Le 16 mm est aussi utilisé par exemple dans The Wrestler de Darren Aronofsky et dans d'autres films généralement plutôt artistiques qui veulent travailler ce grain pour travailler un truc particulier dans l'image. D'autres séquences étaient tournées en 35 mm et quand Neil Armstrong arrivait sur la Lune, on passait en 65 mm où d'un seul coup tout était plus net parce que c'est quelque part le monde fantastique, le monde extraordinaire dans lequel on arrive. Donc différents niveaux de qualité peuvent être intéressants dans le film. Mais encore une fois, tout ça c'est principalement pour la fabrication du film lui-même. À la projection, c'est quand même assez différent. Quelle est l'utilité d'avoir ces formats larges au tournage pour le spectateur? Eh ben j'ai envie de dire, il n'y en a pas énormément, en vérité. À partir des années 90, on a commencé à faire les copies de projection, donc, avec des imprimantes laser en fait. C'est-à-dire qu'on a arrêté de copier les pellicules en les collant les unes au-dessus des autres et en utilisant la lumière pour imprimer l'autre pellicule du positif, ce qui fait que du coup le positif aussi devait être développé pour avoir des défauts, etc. Là, tu pouvais directement imprimer exactement avec un laser, la même intensité lumineuse sur chaque copie positive de diffusion, ne pas avoir de dégradation du coup au fur et à mesure des copies, et ces copies 35 mm, à l'époque des années 90, étaient imprimées en 2K. Et 2K, c'est la résolution de 90-81% peut-être aujourd'hui maintenant des salles de projection du monde, et notamment en France où on a très peu de très grands formats comme ça. La plupart des salles numériques que vous avez projettent en 2K, à moins qu'il y ait un très très grand écran, et à ce moment-là, généralement, on s'adapte pour avoir une projection en 4K. Mais même ça, la plupart des films ont des masters, donc ils sont créés, la version finale est rendue en 2K. Quand tu le diffuses sur un écran large, c'est pas forcément du 4K, même si c'est projeté par un projecteur 4K, c'est peut-être un 4K qui diffuse du 2K, qui a été étendu pour coller au bord de l'écran de projection. Et 4K, c'est la résolution maximum du 35 mm. Donc même quand tu tournes en 65 mm à la base de ton image, quand tu la projettes en salle, que ce soit en pellicule ou en numérique, grosso modo, tu la diffuses à la résolution du 35 mm. Et ça n'a toujours pas changé, et ça n'est pas prêt de changer, parce que déjà, le 4K, la plupart des studios n'ont pas sauté le pas. Si vous regardez les bandes annonces de films en ligne, c'est rare d'avoir accès aux bandes annonces en 4K. Sony a été le premier à s'y mettre au niveau des masters, mais pas vraiment au niveau des bandes annonces. C'est Disney surtout maintenant qui diffuse ses bandes annonces en 4K, et Warner, qui sont tous les deux, grosso modo, passés au 4K. Et donc plusieurs de leurs films maintenant sont masterisés en 4K directement. Mais même ça reste la résolution 35 mm de base. Et c'est ça, quelque part, la plus grande arnaque du format IMAX, c'est que les 3/4 des salles qui sont certifiées IMAX vont diffuser que du 4K, et la plupart des films qui sont diffusés en salle IMAX sont tournés avec des caméras avec des capteurs 35 mm en vérité. Il y a une mention maintenant qui apparaît sur beaucoup de films, tournés pour l'IMAX, film for IMAX, ou qui vous disent faites-en l'expérience en IMAX par exemple pour certains trucs. Ça ne veut pas dire obligatoirement que c'est tourné avec une caméra, qu'elle soit pellicule ou numérique, 65 ou 70 mm. Même les caméras avec des capteurs 35 mm peuvent tourner jusqu'en 6K. La caméra sur laquelle je suis en train de tourner cette vidéo en ce moment même tourne jusqu'en 6K, avec un capteur 35 mm et des objectifs d'appareil photo comme celui que je vous ai montré, du coup, depuis le début. Donc on pourrait même dire que cette vidéo a été tournée pour l'IMAX. Vous voyez à quel point ça veut rien dire par exemple comme truc. Il y a le film de Gareth Edwards, The Creator, qui était sorti il y a 2 ou 3 ans, et ils ont fait tout un pataquès en disant regardez, on a fait un film IMAX avec une caméra semi-pro, et en vérité c'est du mensonge purement marketing, parce que n'importe quelle caméra numérique aujourd'hui tourne en 4K ou plus gros, et tout ce qu'il faut pour être diffusé dans une salle IMAX, c'est une résolution 4K. Et comme je vous l'ai dit, la plupart des salles de projection aujourd'hui avec un grand écran, qu'elles soient IMAX, Dolby ou pas, ont un projecteur laser 4K. Pour la plupart des grands écrans, c'est ce qu'ils ont fait, parce que simplement l'écran est tellement large que si tu projettes juste du 2K, ça se voit un petit peu et c'est un petit peu dégueulasse, quoi. Tu vois, commences à voir un petit peu les pixels apparaître. Donc il faut du 4K pour ces très 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 grands écrans en règle générale. Et donc ce The Creator, tu peux pas dire qu'il a été filmé pour l'IMAX spécifiquement, ou IMAX, ça veut juste dire 4K, et à ce moment-là, ça n'a plus aucune valeur. Et donc c'est pour ça que je vous dis, c'est purement du marketing en fait, ce genre de truc. Pour ce qui est du grain, à l'époque de la projection 35 mm, ça pouvait être intéressant d'avoir cette réduction du grain en ayant une image qui de base est beaucoup plus large, donc quand tu la réduis, le grain disparaît un petit peu, quoi. Depuis le numérique, même quand tu tournes en 35 mm, l'image subit du denoising, donc du dégrainage. On va retirer le grain de l'image avec certains processus faits par ordinateur, et c'est quasi impossible aujourd'hui de voir du grain dans les images qui ont été prises en 35 mm. Je me souviens, quand le Blu-ray a commencé à arriver, justement, il y a des gens qui ont découvert le grain d'un seul coup, parce que jusque-là, en VHS, tu le voyais pas, aux diffusions télévision, tu le voyais pas non plus, toutes les basses résolutions, le grain se voyait pas du tout, quoi. Quand les gens ont mis, je me souviens notamment, le Blu-ray de Wanted. Quand le Blu-ray de Wanted est sorti, les gens étaient sur internet en train de se plaindre, mais pourquoi il y a du grain partout, c'est dégueulasse, etc. Et on a dû leur expliquer, c'est le grain de la pellicule, en fait, il a toujours été là, c'est juste que tu l'as pas vu avant, et les gens ont détesté le grain quand les Blu-ray ont commencé à sortir, et donc,
immédiatement, on a commencé à réduire le grain sur les masters des films qui sont produits. Et donc du coup, aujourd'hui, tourner en 65 mm ou en 35 mm, en termes de grain, ça ne change absolument rien. Mais vraiment absolument rien, quoi. Vous ne verrez pas plus de grain avec un truc qui a été tourné en 35 mm que sur du 65 mm comme l'Odyssée par exemple de Nolan. C'est aussi vrai parce que les pellicules elles-mêmes ont beaucoup moins de grains visibles. Les processus chimiques se sont raffinés au fur et à mesure de la production des pellicules 35 mm, et de base, la pellicule elle-même contient beaucoup moins de grains aujourd'hui qu'elle en avait à une certaine époque. Donc à part quand tu tournes en 16 mm par exemple, où la pellicule devient beaucoup plus petite et où le grain du coup est étiré et se voit beaucoup plus, aujourd'hui c'est quasi impossible de voir du grain dans quelques films que ce soit. Au niveau du ratio, donc le format du cadre, est-ce qu'on a un carré, est-ce qu'on a un rectangle, est-ce qu'on a vraiment un gros pavé bien étendu, etc. Pareil, ça change pas grand chose, parce que vous pouvez tourner dans un ratio particulier et projeter dans un ratio différent également. Quand on tourne en IMAX, on tourne en 1.43. La plupart du temps, les films sont recadrés en scope ou en 1.85 par exemple, qui va être le ratio le plus haut et large diffusé dans les cinémas dans le monde. Le ratio lui-même ne dépend pas forcément, n'est pas bloqué par rapport à comment est-ce qu'on a tourné le film. Donc le ratio, ça change pas grand-chose. Autre limite au niveau du ratio, parce que c'est un truc qui a fait polémique sur l'Odyssée quand c'est sorti. Donc l'Odyssée de base a été tournée en 1.43, un format quasi carré du coup. Et les cinémas IMAX qui diffusent en 1.43 au ratio 1.43, dans le monde, il y en a une quarantaine, maximum. En France, il y en a un seul. En Belgique, il y en a un seul. Il y en a quelques-uns seulement dans le monde qui peuvent diffuser l'Odyssée dans le ratio dans lequel il a été pensé de base. En vérité, du coup, il a été pensé plutôt pour le format le plus resserré qu'il allait avoir, c'est-à-dire le cinémascope. Et ce qu'il y a en haut et en bas de l'image, c'est du pur bonus, quoi, parce que il y a quasi aucun cinéma du monde, quasi aucun spectateur au monde qui n'arrivera à le voir. La proportion de spectateurs qui arrivera à aller dans ces 40 salles IMAX en 1.43 est tellement insignifiante qu'honnêtement, quasi personne au monde n'aura vu le film dans son plein ratio, quoi. Pour défendre ce ratio, certains m'ont parlé de 7 scènes, et m'ont dit qu'ils avaient eu totalement l'impression d'être dépassés par les géants, mais quand l'écran fait 16 mètres de haut, c'est un peu normal, et pour un plan comme ça, combien de plans où t'as juste la mer, le sol, le ciel, et tu t'en fous, quoi. Selon le cadre que tu fais, le plan peut être impressionnant en 1.43, mais tu peux aussi rendre un plan tout aussi impressionnant avec d'autres ratios. C'est pas ça qui rend le plan impressionnant, c'est la façon de cadrer, c'est la façon de répartir les choses dans l'image. C'est pas juste le ratio. Et surtout, faut bien noter que la totalité des salles IMAX de France, je sais que ça en a choqué plus d'un d'entre vous, c'est ce qu'on surnomme affectueusement du l'IMAX. C'est du 1.90 en fait, c'est quasi un format 16 neuvième à nouveau, un tout petit peu plus large que le 16 neuvième de votre écran de télévision. Tout simplement parce que si tu veux véritablement faire le 1.43 IMAX de base, il faut construire des salles qui sont vachement creuses, vachement en hauteur, sinon si tu te part du ras du sol, mais creuse si tu creuses le sol du coup, pour que tous les sièges puissent être répartis devant l'écran et sur la totalité de sa hauteur. Ça coûte infiniment plus cher de faire une salle comme ça, et donc la plupart des salles IMAX sont du l'IMAX, du 1.90. Il n'y a que le cinéma IMAX de Montpellier qui a un écran en 1.43, et il n'y a que cette année, là après des travaux, qu'ils ont commencé à diffuser du vrai IMAX pellicule, parce qu'avant, c'était bien un ratio 1.43, mais c'était la projection laser, 4K, et non pas de la pellicule de base, donc qui profiterait des pleines capacités du format IMAX. Au niveau des optiques, donc des objectifs qui sont utilisés pour tourner, vous pensez bien que si de base la sortie de l'optique doit amener sur un capteur qui est beaucoup plus grand, évidemment les optiques sont différentes, les optiques vont être plus grandes, ce qui va changer également le rendu de l'image au final. Ça se transcrit avec le bokeh, donc le bokeh c'est le flou qui est dans le fond de l'image. Il va être plus prononcé ou moins prononcé selon les supports de captation que vous allez utiliser. Et donc en général, à valeur de plan égale, plus le capteur est petit, plus l'image sera nette partout, et plus le capteur est grand, plus le flou sera prononcé en fait, plus le flou sera exagéré au fur et à mesure. Quand vous tournez une image avec votre téléphone portable par exemple, le capteur qui est à l'intérieur d'un appareil photo, il est minuscule, il est grand comme ça, donc c'est bien plus petit qu'un 35 mm ou quoi que ce soit, et quand vous filmez, vous avez généralement tout net absolument partout. C'est induit par la taille du capteur, du support de captation. Si vous tournez donc en 65 mm, logiquement, à valeur de plan égale, donc valeur de plan c'est... vous pouvez aussi regarder ma vidéo sur les valeurs de plan dans les bases du cinéma, mais la valeur de plan du coup c'est où est-ce que vous prenez le personnage, donc en gros plan par exemple c'est uniquement le visage, plan épaule, plan poitrine, plan taille, et à valeur de plan égale, en 65 mm vous aurez plus de flou généralement en fond. Le truc c'est qu'au bout d'un moment quand t'as trop de flou, ça se voit et ça devient dégueulasse.
Il y a notamment les films de Zack Snyder, Army of the Dead, et également son Rebel Moon qu'il avait fait peu de temps après, où il a utilisé un objectif où il a ouvert au maximum le diaphragme qui est la bague qui règle l'importance du flou dans l'image. Et ça rend du coup quelque chose d'assez dégueulasse. Quand t'as trop de flou dans le fond, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Quand la profondeur de champ, la zone de netteté est de plus en plus réduite, ça devient compliqué de lire l'image et de s'accrocher aux yeux, aux détails du visage, etc., etc. Et donc, généralement, quand tu fais ton plan, tu vas pas juste laisser le flou tel qu'il est. Tu vas régler l'ouverture du diaph et tu vas baisser ou augmenter le flou jusqu'à un niveau qui soit à peu près respectable et tolérable et sympathique à regarder, esthétique pour l'œil humain, quoi. Ce qui veut dire que généralement, tu profites pas vraiment de cette profondeur de champ plus exagérée avec des ratios larges. Si vous regardez l'Odyssée, les 3/4 des plans, la profondeur de champ est sur l'infini, tout est net à l'écran. Ça, tu peux donc le faire avec n'importe quelle taille de support de captation, donc de capteur ou de format pellicule. Donc en vérité, je l'ai dit dans mon vlog sur l'Odyssée, il y a 2-3 plans maximum que j'ai vu dans le film où je me suis dit « Ah, là, tu sens une profondeur de champ spécifique à l'IMAX, tu vois que le flou est beaucoup plus prononcé, par exemple, à l'arrière des personnages, etc. etc. » Mais c'est extrêmement rare. Et généralement, t'essayes d'effacer ces trop grandes différences aussi, quoi. Avec des optiques plus larges, tu vas aussi pouvoir, comme avec le cinémascope, capter parfois un peu plus large les rayons de lumière et du coup permettre de faire des plans beaucoup plus grands. Notamment, Lawrence d'Arabie a beaucoup utilisé ça dans beaucoup de ses plans paysages. Une partie de ce qui fait que ça a l'air aussi vaste, c'est qu'on utilise des caméras avec un capteur aussi vaste et des optiques particulières avec qui captent la lumière aussi loin. Et c'est ça aussi qui donne cette impression de grandiose, quoi. Le truc, c'est que tu vas pas juste prendre n'importe quel plan de ton film et cadrer plus large avec du décor qui servira probablement à rien, quoi. Si vous voulez filmer un mec au milieu de sa chambre, que j'utilise une caméra 35 mm comme j'utilise maintenant, que j'utilise un portable avec un tout petit capteur ou un caméscope numérique par exemple, ou que j'utilise, soyons fous, une caméra IMAX avec un capteur 65 mm, au final, je vais pas m'amuser à vous montrer ici le coin de mur qui est là et la porte d'entrée qui est ici, qui est un peu, vous voyez, la partie noire là dans l'étagère, c'est le trou de la porte qui amène vers l'entrée en fait. Je vais pas m'amuser à vous mettre ça dans le cadre, alors que ça sert à rien. Quand vous allez faire un cadre, peu importe l'objectif que vous allez utiliser, vous allez vouloir cadrer quelque chose en particulier, un personnage, un décor, etc. Et le fait d'avoir une lentille plus large, ça va pas vous fournir grand chose de plus, quoi. Donc au niveau des optiques, franchement, ça ne change absolument rien. Et enfin, il y a la différence de netteté, de résolution de l'image. Et là, c'est vraiment là que le bas blesse, parce que donc, comme je vous dis, c'est purement pour vous attirer en salle, c'est pour le prestige, par exemple, de comment est-ce qu'on a tourné le truc, etc., etc. Mais pour vous, spectateurs, ça ne change strictement rien. La taille du capteur a aucune importance par rapport à la projection à l'arrivée, qui sera 2K ou 4K, quelles que soient les conditions. Quelle que soit la salle Dolby ou IMAX. La question qu'on pourrait poser maintenant, c'est la projection en pellicule 70 mm IMAX, que vous ne pouvez donc voir que au Pathé Odyssée, je crois justement, qui s'appelle à Montpellier. Même là, faut arrêter un petit peu le délire. C'est-à-dire qu'on va vous dire effectivement que la résolution et la précision en 70 mm est infiniment supérieure au numérique. En règle générale, le 35 mm se scanne jusqu'à 4K. Il y a des gens qui vont vous dire que ça scanne jusqu'en 6K, ce n'est vrai que pour le VistaVision, qui utilise plus d'espace sur une pellicule 35 mm. Une pellicule 35 mm verticale, c'est 4K maximum de résolution. Dans ce sens-là, oui, effectivement, on peut aller jusqu'à 6K éventuellement. 70 mm verticale, ça va faire grosso modo le double de cette résolution, donc on va dire par exemple 8K pour du défilement vertical. Et on rajoute un petit peu de taille en plus quand on passe à l'horizontale pour l'IMAX, on va dire qu'on peut atteindre les 12K environ, un truc dans ce genre-là, quoi. On peut mettre 3,5 images 35 mm sur la surface d'un IMAX. Donc on va dire que dans le meilleur des cas, disons 14K de résolution au scan, vous allez avoir des gens qui vont faire des délires absolus en vous disant c'est du 18K pour l'IMAX, etc. C'est non les gars, faut se calmer. Juste en termes de surface utilisable entre le 35 et l'IMAX, vous n'avez pas cette différence-là de résolution. Le truc, c'est que il faut se calmer. La projection en pellicule est beaucoup moins nette que la projection en numérique. Je peux vous dire, moi, qui ai fait l'expérience des deux, j'ai vu des films projetés avec des pellicules de 35 mm et j'ai vu ensuite l'arrivée du numérique au fur et à mesure. Quand le numérique est arrivé en salle, j'ai redécouvert ce que c'était que d'aller en salle voir un film. La différence de netteté et de précision était absolument dingue. Et j'ai vu des films qui étaient imprimés en laser sur le positif, quoi. J'avais la meilleure qualité possible. Même si c'était du 2K, les projections en 2K numériques en salle sont infiniment plus précises que les projections pellicule 35 mm avec master 2K imprimé dessus, quoi. Je vais vous montrer, il y a un test qui a été fait pour essayer de régler ce débat sur la projection argentique et numérique. Ils ont fait un test, ils ont projeté exactement le même film
avec un projecteur argentique d'un côté, un projecteur numérique de l'autre. Et à l'arrivée, c'était le projecteur numérique qui gagnait en termes de luminosité, de piqué, de netteté, etc., etc. Donc très franchement, ce délire autour de la pellicule 70 mm à la projection par exemple, ça ne sert à rien. Quand moi je suis allé voir Interstellar en 70 mm, ça n'a absolument rien changé à mon expérience. Donc en fait, dire que l'IMAX ça fait du 12, 16, 18K, etc., c'est purement théorique. Dans la pratique, quand tu projettes véritablement ce genre de truc, t'as toujours une perte de qualité inhérente au côté analogique du processus, et en soi, tu vois pas une telle différence de qualité que ça entre ta projection 70 mm pellicule ou une projection 4K laser dans n'importe quelle salle que ce soit en fait. Notamment parce que nos yeux peuvent capter qu'un certain nombre de détails à une certaine distance de l'écran. Pour vous donner un exemple, je vais vous montrer ce caillou, et je peux maintenant zoomer sur l'image, et avec la bonne résolution, je peux avoir infiniment plus de détails que ce que j'avais à la base. Le truc, c'est que quand la taille de l'écran est fixe, peu importe la quantité d'informations en plus que vous mettez sur l'écran, vos yeux pourront pas capter le moindre micromillimètre, la moindre micro-poussière qui est sur l'écran, quoi. S'il y a une tache quelque part sur votre écran 1.43 IMAX, vous la verrez pas. Donc pourquoi est-ce que vous pensez que ça changera quelque chose avec la projection d'une pellicule sur cet écran, en fait? Ce gain de détails en plus, c'est purement marketing, c'est purement psychologique même pour beaucoup de gens, et en vérité, ça ne rajoute absolument rien à la qualité de l'image. Principalement, ces grands formats vont être utilisés pour une notion de prestige. C'est un peu comme si on disait à quoi ça sert d'acheter une Ferrari ou une Porsche parce qu'elles vont aux mêmes vitesses que des voitures de base, même par exemple des sportives dans d'autres marques vont à peu près aux mêmes vitesses. Alors évidemment, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a évidemment des moteurs un peu différents qui vont y arriver plus ou moins facilement, en consommant plus ou moins, etc., etc. On va dire que c'est un peu pareil pour les formats larges de cinéma. Il y a quelques petites différences techniques par-ci par-là, mais grosso modo, comme une Porsche ou une Ferrari sont une voiture comme les autres, un grand format est un format de captation ou de projection comme les autres, et il n'y a pas fondamentalement d'énormes différences. Il y a principalement un côté prestige. C'est des tournages qui vont être coûteux, parce que la pellicule coûte infiniment plus cher que le numérique. Il faut tourner avec des kilomètres et des kilomètres de bobines, littéralement. Par exemple, la projection d'un film en IMAX, les bobines peuvent faire plusieurs kilomètres de longueur, ensuite embobiné autour d'une bobine, quoi. La bobine IMAX, elle est énorme. Ce film, on va en consommer des quantités quand on va faire la captation du coup au tournage, parce qu'on a évidemment un peu de rab au début du plan, un peu de rab après le plan, quand on va crier action ou couper et tout le bordel. Donc ça consomme beaucoup de pellicules qui ensuite doit être développée dans un laboratoire. Si jamais il y a un souci pendant le développement, tu dois refaire le truc, ça arrive de moins en moins aujourd'hui, mais même avant c'était pas si courant que ça, parce que les laboratoires sont spécialisés là-dedans et ils font rarement des conneries, mais ça arrive aussi quand même. Et puis parfois tu peux faire ton développement et tu te rends compte que ça a été mal exposé, ou qu'il y a eu un problème technique pendant le tournage avec par exemple une griffe qui a ripé pendant le tournage et du coup les images sont toutes brinque-ballantes ou alors rendues floues par exemple, des trucs dans ce genre là. Il y a tout un tas de problèmes qui peuvent venir avec le format pellicule qui en font un format qui est plus onéreux, et si tu payes plus cher pour faire le film, il y a un côté plus prestige du coup à l'arrivée. Il y a également le côté prestige historique. Il y a des grands films qui ont été réalisés avec ces grands formats. Ben-Hur, comme j'en ai parlé, 2001 l'Odyssée de l'espace, les films de Hitchcock ont beaucoup été faits en VistaVision pendant très longtemps. C'est moins le cas pour l'IMAX parce que c'est un format plus récent et plus jeune, donc il y a plus le côté pour les ultra-cinéphiles par exemple, les ultra-cinéphiles qui savent exactement avec quoi a été tourné tout un tas de trucs, ou qui s'intéressent en tout cas même superficiellement à ce genre de trucs, entendre que ton film a été fait entièrement en IMAX, c'est un gage de grandeur, c'est un gage d'investissement véritablement dans le tournage. Donc il y a un côté prestige qui vient de là, et bien sûr du pognon qui a été mis dans le tournage pellicule. Donc pour répondre à la question, c'est plus de la lubie d'artiste qui peut ne pas être dénuée d'intérêt. Il peut y avoir un intérêt à avoir des qualités d'image différentes pour différentes choses. Pareil pour le ratio, ça peut avoir un intérêt pour certains plans d'être décadré et d'être dans un ratio carré. Mais avec tout ce que je viens de vous démontrer jusque-là, je pense avoir été assez clair dans le fait que, à mon sens, le spectateur final ne profite jamais véritablement d'un plus avec ces formats larges de captation et de tournage. De projection, éventuellement, c'est peut-être là qu'il peut y avoir une question qui peut se poser, avec la taille des écrans, etc. Mais en règle générale, le spectateur s'en fout que le film ait été tourné en 35 mm, en 16 mm, en 65 mm. Ça ne change véritablement pas grand-chose. Alors le 16 mm qui effectivement est tellement petit que là ça change tout un tas de trucs, mais entre 35 et 65, très franchement, je vous mets au défi de voir des vraies différences dans les trucs, à part peut-être parfois la profondeur de champ, quand on veut travailler la profondeur de champ spécifique du 65 mm, mais généralement on l'atténue parce que s'il y en a trop, il y en a trop, quoi.
et ça devient beaucoup moins joli. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est un peu psychologique. Donc c'est là que la vidéo est ouverte un petit peu au débat. Si vous êtes par exemple à Montpellier et que vous avez fait l'expérience de cet IMAX 1:43, donc le vrai ratio IMAX quasiment carré, avant et après les travaux qui ont été faits pour remplacer le projecteur 4K par un projecteur pellicule, est-ce que vous avez véritablement senti une différence? Est-ce que vous pensez qu'il y avait une vraie différence ou est-ce que vous pensez que c'est juste psychologique quand vous avez su qu'il y avait un truc de différent, mais en soi, vous l'aurez peut-être pas vu, quoi. Dites-moi, du coup, si vous en avez fait l'expérience, est-ce que vous pensez vraiment que ça ajoute quelque chose? Si vous avez été dans des salles IMAX, l'IMAX, donc de base, en 1,90, donc le format quasi 16/9, est-ce que vous trouvez vraiment qu'il y a un gros plus par rapport à une autre salle? Et est-ce que le plus, c'est pas juste la taille de l'écran elle-même, plus que la résolution et le piqué, la netteté, quoi? Parce que comme je vous ai dit, encore une fois, c'est de la projection 4K, même avec 2 projecteurs, c'est de la projection 4K, avec un master 4K, ça peut pas non plus être à 1000 lieues au-dessus d'une projection normale, quoi. Et en ce qui me concerne, pour ce qui est de cette question des très très grands écrans, personnellement, je trouve ça insupportable en fait. Le fait d'être devant un écran gigantesque où tu vois pas les bords, où tu es obligé de tourner la tête pour voir un personnage qui est sur le coin de tel truc, etc. Honnêtement, je trouve ça assez chiant au final, plus qu'autre chose, quoi. C'est effectivement l'idée, par exemple, de rentrer dans le cadre, mais il y a un moment, t'es tellement rentré dans le cadre que tu peux finir par louper des éléments à un coin ou à un autre de l'image, et ça devient trop grand en fait. Il y en a combien d'entre vous collés à 2 cm de leur écran de télévision, quoi, par exemple? Je suppose que vous avez tous des télévisions grand écran, etc. Vous êtes généralement à 2 mètres de l'écran, vous n'êtes pas collé au truc pour que tout l'écran vous dépasse complètement non plus, quoi. Surtout que votre maman vous dira que c'est pas bien pour vos yeux, etc. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais le délire de se faire dépasser comme ça par la taille d'un écran, en ce qui me concerne, ça fait plus parc d'attractions, quoi. J'ai le même souci avec ça que je pourrais avoir avec le 4DX, par exemple, qui fait plus attraction. Alors le 4DX, c'est bien pire que l'IMAX. Le 4DX, vraiment, je vous dirais de pas aller le voir. L'IMAX, c'est au choix, c'est selon vos préférences. Mais pour moi, il y a plus de choses qui vont te sortir du film, comme avec le 4DX, que de choses qui vont te faire rentrer dedans. Parce qu'au bout d'un moment, il faut que tu vois l'image aussi en entier, quoi. Un cadre a aussi été fait pour que tu puisses, en un seul coup d'œil, voir la totalité de ton image, quoi. À mon sens, le fait de rajouter un écran comme ça, c'est pas utile, mais c'est aussi là que se situe le débat, du coup, sur le grand format, et que c'est pour ça que cette vidéo est au format de débat plutôt que juste cours magistral, même si ça a été un cours magistral pendant 1 heure, et que je vous invite qu'au débat qu'à la fin. Mais effectivement, c'est intéressant de savoir quels sont vos retours à vous sur ces grands formats, parce que moi, j'ai vraiment des doutes énormes sur leur utilité, quoi. Les plus grands écrans que j'ai vus dans ma vie, ça m'a pas forcément changé complètement l'expérience que j'ai eue en salle, quoi. Mais voilà, maintenant j'ai assez parlé, c'est à vous que je donne la parole. Allez dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous pensez que j'ai fait une erreur. D'ailleurs, à un moment ou à un autre, je me suis remis plein de trucs en tête et j'ai eu quelques petites sources pour étayer des trucs, mais il y a peut-être certains détails précis que j'ai pu mal noter. C'est à vous, laissez vos avis dans les commentaires, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi, et je vous retrouverai, moi, dans un nouvel appartement pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!